Le vivant est composé de cellules, si bien animales que végétales. La cellule, elle, est, quelle que soit sa forme, composée à minima d'un noyau et d'un cytoplasme, tous deux entourés d'une membrane. Ça, je pense pouvoir affirmer que la grande majorité du monde en a conscience, que c'est un acquis pour beaucoup d'entre nous. C'est ce que l'on nous apprend à l'école, et c'est vrai. On nous enseigne cependant pas l'information qui, à mon sens, est la plus importante. Le cheminement qui a mené à ces connaissances. Quelles sont les hypothèses que les scientifiques ont fait là avant nous, leurs expériences et qu'en ont-ils déduit? Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous ne le savez pas trop, que vous maîtrisez peu ce sujet. Quoi qu'il en soit, nous y voilà, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de la naissance de la théorie cellulaire. Quels sont les contextes, si bien historiques que scientifiques ou même philosophiques, vous verrez, qui y ont mené. Je vous préviens d'avance, il va y avoir beaucoup de noms différents, car on est dans un ordre chronologique et donc on s'étale sur plus de 400 ans. Bref, sans plus tarder, je crois qu'il est temps de débuter. La théorie cellulaire, mais d'où ça vient? Une cellule, c'est ridiculement petit. Prenez n'importe quel objet autour de vous et regardez-le. Vous pouvez le toucher, le voir. Pour une cellule, ce n'est pas possible. Pourquoi? Déjà parce que c'est abstrait. Il y a de fortes chances que vous ne travaillez pas en laboratoire via votre métier. Si c'est le cas, on n'a qu'à dire que vous faites partie de l'élite. Mais sinon, vous ne voyez pas de cellules tous les jours. Je suis même prêt à parier qu'il est possible que le nombre de fois que vous ayez vu des cellules dans un microscope se compte sur les doigts d'une main. Et il est là le souci. Mettez-vous 2 secondes à la place des scientifiques. Comment tenter de traiter quelque chose qu'on ne voit pas, et donc qu'on ne soupçonne pas l'existence? La réponse est bête. On cherche sans savoir quoi chercher, en essayant d'expliquer les choses qu'on voit via des choses qu'on ne voit pas. On émet des hypothèses, on théorise. Voilà pourquoi on parle de théorie cellulaire. Personne n'a dit aux scientifiques, à travers le temps, voilà ce que vous devez obtenir. Une cellule, c'est composé de ceci ou de cela. Non. Leur bagage était composé de théories qui avaient pour but d'expliquer le monde qui les entourait. Car l'homme est curieux, toujours en quête de sens, et c'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée. Enfin, bref, on s'égare. Mais en l'occurrence ici, il cherchait à comprendre de quoi était composé le vivant, et ce qui le différenciait de la matière morte. Donc, vous l'avez compris, on va avoir besoin d'un microscope pour observer des cellules. Bon, direction le XVIIe siècle, en Angleterre. On a rendez-vous avec l'un des scientifiques les plus éminents de son temps, Robert Hooke. Cet homme a littéralement fait avancer chaque domaine auquel il a touché. Que ce soit les pendules, l'invention du dynamomètre, il a même une loi à son nom, la loi de Hooke. Mais ce n'est pas tout. Il a littéralement un cratère lunaire à son nom, le cratère Robert Hooke. Nous ne sommes même pas à l'abri qu'une future colonie lunaire soit implantée dans le cratère de Hooke. Parce que, oui, j'ai oublié de préciser, mais pour un ordre d'idée, dans le cratère de Hooke, on peut y caler 10 paris. 10 paris. Voilà, rien que ça. Comme dit précédemment, pour observer une cellule, il nous faut un microscope. Hooke va être l'un des premiers à en composer un, en s'appuyant sur les travaux de Galilée ainsi que de Hans et Zacharias Janssen, considérés aujourd'hui comme les papas du microscope. Spoiler, il va faire ça plus ou moins avec les moyens du bord. Pour ainsi dire, 2 lentilles convergentes, un oculaire, un objectif et une lampe à l'huile en guise d'éclairage. Cela lui permit d'obtenir un grossissement de l'image jusqu'à 30 fois. Bon, pour la faire simple, les rayons de la lampe étaient concentrés par le ballon d'eau chaude. Cela éclairait ce qu'on voulait observer, ce qui renvoyait des rayons réfléchis dans le matériel optique du tube
ce qui permettait la visibilité de l'image. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Enfin, bref. Robert va observer des tranches de liège et voilà ce qu'il dessinera afin de les illustrer dans son livre Micrographia. Hooke va donner à ces petites cases ordonnées un nom, les cellules. Pourquoi cellules? Hooke se justifie en disant que cela ressemble à des cellules de monastère. Pourquoi pas? Je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais le fait est qu'il a posé l'une des pierres les plus importantes de quelque chose de plus grand, la théorie cellulaire. Cependant, le prestige de notre Hooke, si haut et démesuré soit-il, sa théorie est rapidement glissée sous le tapis. En effet, une autre théorie à ce moment-là est reconnue par les pairs de Hooke, la théorie fibrillaire. Faisons simple. Si vous disséquez de la matière vivante, ou en tout cas ce qui l'était, vivant, oui, je vous l'accorde, il y a plus cool comme activité, mais enfin, si vous faites cela, vous pourrez mettre en évidence que le vivant est composé de fibres, comme la fibre musculaire par exemple. Vous pourriez alors en conjecturer que, peut-être, si le vivant était composé de fibres, pourquoi la fibre n'est tout simplement peut-être pas l'élément qui constitue le vivant? Voilà le raisonnement des scientifiques qui, d'ailleurs, s'obstinaient à balayer l'utilisation du microscope. Et, si vous me l'accorderez, j'aimerais dire que c'est légèrement un petit aveu de faiblesse. Malgré cette résistance, de nombreux illuminés vont rapidement saisir l'importance de la révolution apportée par le microscope. L'un d'eux, fin XVIIe siècle, le commerçant savant néerlandais Anthony van Leeuwenhoek, qu'on appellera désormais Anthony, au départ drapier de métier, créa un microscope pour compter son nombre de fils pour être plus précis. Passionné de science, comme vous, et conscient de la prouesse d'obtenir un grossissement de 300, il va se lancer dans l'observation de plus près des bactéries, des globules rouges et des spermatozoïdes. On ne posera pas trop de questions pour votre bien et le mien. Ainsi, il y découvre des organismes ayant les caractéristiques du vivant. Il va alors se fier aux connaissances du monde et les nommera comme ce qu'il observe au quotidien. Pour lui, ce sont simplement de petits animaux qui se baladent dans notre corps. Il les nommera animalcules, se rapprochant aujourd'hui de ce que l'on appelle les protozoaires. Le temps passe et tout s'enchaîne rapidement, ce qui nous mène à notre troisième protagoniste. Et non pas des moindres, car il s'agit d'un Français. Eh oui, Cocorico. Le comte de Buffon, connu sous la simple appellation de Buffon. Il amena une réflexion dans la continuité des établis, relativement proche de la théorie cellulaire mais tout de même discernable. Il énonce qu'il y a une même quantité infinie de matière dans tout objet qui s'assemble selon une force naturelle, d'une manière harmonieuse. La notion la plus importante ici est que c'est la quantité qui forme le tout. Il sera d'ailleurs vivement raillé à cette époque. Si tout être vivant est composé de la même matière infinie, pourquoi suis-je un humain? Ou même pas un lapin peut-être? Pourquoi ne suis-je pas un tas de matière dénuée de sens? Ou même un objet, soyons fous, pourquoi je ne suis pas une montre? Pour eux, ça n'a pas de sens. L'élan va donc s'essouffler lors du XVIIIe siècle. Mais n'ayez crainte, car là, on arrive au gros morceau. Tout ce qu'on vient de voir peut être assimilé comme une longue, très longue introduction. Rentrons donc dans le vif du sujet, au cœur du XIXe siècle. La genèse des infusoires n'est pas due à un développement à partir d'œufs, mais est une libération de liens d'animaux plus grands, une dislocation de l'animal en ses animaux constituants. Toute chair se décompose en infusoires. On peut inverser cet énoncé et dire que tous les animaux supérieurs doivent se composer d'animalcules constitutifs. Ceux-ci constituent non seulement la matière primitive des animaux, mais aussi celle des plantes. Cette citation nous vient de Lawrence Oken.
Concrètement, Hawkins nous dépeint littéralement la base de la théorie cellulaire. Rien que ça. Pour lui, les êtres vivants sont composés de millions d'animalcules indépendantes. Mais surtout, il dénonce une autre hypothèse également en vigueur, la théorie de la préformation, qui consiste à dire que chaque être, dont l'œuf, sont déjà préconçus au départ. En effet, ça ne tiendrait clairement pas la route si l'être vivant est composé de plein de petits animaux, eux-mêmes en constante évolution. En parlant d'évolution d'ailleurs, notre cher Hawkins dément la thèse de Buffon. Pour lui, rien n'est fait de mystérieuses particules magiques et spéciales. Non. Ce qui crée un tout cohérent est le fait que ces animalcules soient indépendants, qu'ils n'ont besoin que d'eux-mêmes pour se développer. Il donne en fait une raison cohérente là où Buffon tricotait un peu, on va pas se mentir. Cependant, disons que Hawkins a eu du mal à prouver ses travaux par les expériences. Parce qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire à son époque, me diriez-vous? Non. Parce qu'il était relativement maladroit et peu reconnu? Non plus. Lorenz Hawkins était un philosophe. Je vous avais pas menti, il va y avoir de la philosophie. Il n'a pas les compétences en tant que philosophe pour réaliser des expériences et des observations. Et pour cause, il cherchait en fait non pas à expliquer la théorie cellulaire en tant que telle, mais la période post-révolution française lorsque le régime démocratique du consulat s'effondre pour laisser place à Napoléon. Donc là, on a l'un des mecs qui a fait le plus avancer la microbiologie, qui n'était en fait même pas un scientifique. Je dois dire que c'est plutôt cocasse comme situation quand même. Ces travaux seront d'ailleurs repris quelques années plus tard en 1838 par le botaniste Matthias Jakob Schleiden, qui va énoncer pour la première fois mot pour mot la grande théorie que nous décortiquons depuis le début de cette vidéo, la théorie cellulaire. Schleiden va enfin parler de théorie cellulaire dans un article intitulé Beiträge zur Origine végétale. Il détaille le fait que les cellules soient l'élément primordial au développement des plantes, grâce notamment à ses expériences sur les plantes embryonnaires. La théorie spécifiée aux plantes s'étendra d'ailleurs à l'animal un an plus tard par les travaux de Theodor Schwann, un ami de Schleiden, qui développera cette idée en y apportant des précisions plutôt intéressantes. Je vous propose donc d'écouter l'introduction de ces mémoires de recherche. Le présent mémoire a pour but de montrer le rapprochement le plus intime entre les deux règnes de la nature organisée, par l'identité des lois du développement et des constituants élémentaires des animaux et des végétaux. Le résultat principal de notre investigation est le suivant. Un principe de développement commun se trouve à la base des constituants élémentaires de tous les organismes. À peu près comme tous les cristaux se forment d'après les mêmes lois, malgré leur diversité de formes. À la base de tous les tissus organiques, si différents soient-ils, se trouve un principe de développement commun, à savoir la formation cellulaire. Jamais la nature n'agence immédiatement les molécules en une fibre, un vaisseau, etc. Mais elle se forme toujours une cellule ronde et transforme ultérieurement, si besoin est, cette cellule en différentes formations élémentaires telles qu'on les trouve à l'état adulte. Le développement de la proposition qu'il existe un principe général pour la formation de toutes les productions organiques et que ce principe est la formation de cellules, tout comme les conclusions qui peuvent être tirées de cette proposition peuvent être compris sous le terme de théorie cellulaire, dans son sens le plus étendu. Tous les trois sont considérés aujourd'hui comme les inventeurs d'un principe fondamental de la théorie cellulaire, l'unité de base de la structure du vivant est la cellule. En bref, que le vivant est un tout, composé de cellules autonomes à sa base. Enfin, ça, c'est ce qui est acquis par de nombreuses personnes aujourd'hui. Mais si je vous disais qu'un homme est presque 15 ans plus tôt découvert ses découvertes justement et qu'il ait pu se faire voler la vedette, me croiriez-vous?
Il est temps désormais de vous parler de Henri Dutrochet. Henri Dutrochet est un physiologue français qui étudia le vivant bien avant ses deux compères allemands. Reconnus pour leurs travaux, près de 14 ans avant Schleiden en 1814, il énonça dans son livre « Recherche anatomique et physiologique de la structure intime des animaux et des végétaux et sur leur mobilité », on ne peut concevoir qu'une si étonnante diversité de produits soit l'ouvrage d'un seul organe, la cellule. Cet organe, étonnant par la comparaison que l'on peut faire de son extrême simplicité avec l'extrême diversité de sa nature intime, est véritablement la pièce fondamentale de l'organisme. Tout, en effet, dérive évidemment de la cellule, dans les tissus organiques des végétaux, et l'observation vient de nous prouver qu'il est de même chez les animaux. Tout est dit avec 14 ans d'avance. Dutrochet a littéralement expliqué la théorie cellulaire avant ses auteurs. Plusieurs questions persistent et tout le monde n'est pas d'accord dans la communauté scientifique quant à l'attribution des mérites. Car pourquoi Dutrochet n'a-t-il pas de reconnaissance par rapport à Schleiden ou à un Schwann, qui aurait tout à fait pu juste pomper les recherches du pauvre français? Ça ne serait clairement pas la première fois que ça arrive après tout dans l'histoire, en science en tout cas, mais est-ce vraiment certain? Nous ne savons pas. Serait-ce une injustice de l'histoire? Oui et non. Oui, si l'on pense à ce qu'a remarquablement apporté Dutrochet sur le plan expérimental à l'édification de la théorie. Non, si l'on garde à l'esprit qu'en science, il ne suffit pas d'avancer une nouvelle théorie, si juste soit-elle, pour qu'elle soit acceptée du moment qu'elle ne provoque pas l'adhésion des scientifiques du moment. Or, la proposition de Dutrochet n'emporte pas l'adhésion de la communauté scientifique de l'époque. Et comme l'actuelle d'ailleurs. Ce sont bien les observations de Schleiden et Schwann qui provoqueront l'adoption générale de la théorie cellulaire. Quoiqu'elle provoquera tout de même une vague de scepticisme pour certains qui n'ont aucune confiance en le microscope. Comme quoi, l'histoire se répète. Sauf qu'il manque une composante essentielle de la théorie cellulaire que nous n'avons pas encore abordée. Alors allons-y. On va parler de division cellulaire. En réalité, la division cellulaire a été observée en 1835, soit avant que Schleiden et Schwann ne nomment la théorie cellulaire. Elle est observée par Hugo von Moll, qui avait observé avec son microscope une algue verte filamenteuse. Mais à cette période, il était encore admis qu'il ne s'agissait pas de cellules, mais de minuscules êtres vivants, les animalcules. Ainsi, pour ces chercheurs, ce n'était pas une division cellulaire comme on l'entend aujourd'hui, mais simplement un être vivant se divisant en deux, telle une plante que l'on pourrait multiplier de la même manière. Les chercheurs ne cherchent donc pas à aller plus loin. Il faudra attendre 1852 afin que Albert von Kolliker écrive « Siebold et moi avons émis la pensée que les protozoaires, de même que les plantes les plus simples, sont des organismes composés d'une cellule. Il faut donc avouer cependant que la preuve n'a pas encore été fournie pour plusieurs d'entre eux. Pour tous les êtres placés au-dessus des protozoaires, on peut considérer comme une chose décidée que leur corps est formé d'un amas de cellules. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à généraliser la division que l'on observe chez les cellules isolées, à l'ensemble des cellules vivantes. Ce sont Robert Remak puis Rudolf Virchow, deux Allemands qui vont théoriser que toute cellule est formée via une division d'une cellule qui existe déjà. Ils venaient d'établir la dernière pièce du puzzle de la théorie cellulaire, la division cellulaire. Finalement, la théorie cellulaire aura pris son temps à s'imposer dans la communauté scientifique. La faute en la méfiance en la technologie du microscope notamment, ou d'autres scepticismes plus complexes. Mais chemin tracé, elle finira par convaincre et se faire reconnaître comme vérité.
Encore aujourd'hui, l'avancée des technologies permet de confirmer et d'approfondir des notions évoquées par le passé. Une petite information qui pourrait faire plaisir, une cellule fait entre 20 et 100 micromètres.